Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, toutes mes excuses pour cette tentative. Là, vous avez vu que j'ai fait lundi de faire un mini-show en direct, live, avec Google+, un hangout, avec des invités, chacun devant sa webcam, et puis une diffusion en direct sur YouTube. Parce que bon, le côté hangout, le côté Google+, il a très bien marché. Il y a eu une discussion qui a duré 2 heures. Ça, on a dit des choses très intéressantes. Seulement... Pardon à tous les gens qui ont essayé de visionner ça sur YouTube parce que l'écran est resté noir, ça n'a pas marché. Ah, j'étais vert. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est que Google+, le Hangout, il y a eu 7, 8, 9 personnes en permanence branchées en vidéoconférence, donc ça consomme énormément de ressources et du coup... Je crois que c'est pour ça que mon ordinateur a planté et finalement j'ai jamais réussi à lancer l'enregistrement et la diffusion sur YouTube en direct. Donc du coup il n'y a aucune trace de ça. Voilà. Alors justement pour nous consoler un petit peu, je vais vous expliquer vaguement, très rapidement ce qu'on a dit pendant ces 2 heures. Le principal du truc, on est parti d'un article. Regardez, cet article-là, qui est paru la semaine dernière dans Libération, une pleine page. Et si les banques centrales versaient de l'argent aux ménages? Alors bon, c'est quelque chose d'hallucinant. Bon, c'est pas un article original de Libération, c'est une traduction qui a été faite par les journalistes de Libération d'un article qui était paru en amont sur, c'est assez curieux, le site du Council on Foreign Relations. Un article écrit par 2 économistes et voilà, qui parlait de ça. Et si on redonnait aux banques centrales la possibilité de créer de l'argent pour le donner directement aux citoyens. Alors le Council on Foreign Relations, c'est une émanation du plus haut sommet de la pyramide. Hein. Ça a été créé par je ne sais plus qui, un Rockefeller ou Rothschild, enfin vraiment au plus haut sommet de la pyramide financière. Ça fait partie des endroits ou des groupes où se réunissent, comme à Davos, comme aux réunions du Bilderberg, tous les gens les plus riches et tous les gens qui ont le plus de pouvoir sur la planète, les gens qui ont le pouvoir de décider, de financer, de faire des choses vraiment, d'améliorer les choses de leur point de vue. Bon, alors, comment ça se fait que cet article, il est paru là, sur le site du Council on Foreign Relations? Parce que cet article, il dit en gros, bon voilà, le quantitative easing, c'est-à-dire renflouer les banques, remettre de l'argent, de la création monétaire sur les comptes des banques pour empêcher qu'elles fassent faillite. Bon, c'est très bien pour sauver les banques, mais ça sert à rien pour sauver les gens, pour sauver l'économie, pour permettre aux gens de payer leurs dettes, pour permettre aux gens de travailler, de refaire des échanges. Ça ne résout absolument rien à la crise. Sachant qu'ils savent très bien que la crise, c'est un manque d'unité monétaire qui fait que on voudrait bien réaliser des transactions, on voudrait bien aller au restaurant, on voudrait bien recevoir des salaires un petit peu plus élevés, on voudrait bien dépenser, acheter un petit peu plus et mieux se nourrir ou mieux se loger. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas l'équivalent monétaire des transactions qu'on voudrait faire. Donc, le problème de ça, c'est de remettre des unités monétaires dans le circuit économique, de manière à ce que les transactions qui ne peuvent pas se faire puissent se faire à nouveau. C'est tout, c'est très simple. Alors, le moyen de remettre des unités monétaires dans le circuit, avec le système qu'on a, c'est de les emprunter. Seulement, si on en emprunte 100, il faut rendre 200 sur 20 ans à 5% d'intérêt, en gros. Donc ça ne peut pas marcher, puisque déjà on a un problème d'endettement qui fait qu'on n'a pas assez d'unités monétaires parce qu'on est obligé d'en rendre tout le temps et 2 fois plus. Donc au plus haut sommet de la pyramide, là, une des solutions, c'est de se dire, bon, ben, on va redonner de l'argent directement sur les comptes des gens, directement dans les poches des gens. Comme ça, bon, ben, ils vont pouvoir relancer l'économie, ils vont avoir du temps pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services, inventer des nouvelles choses, et la monnaie qu'on a injectée va pouvoir circuler, et puis en même temps, ça va permettre éventuellement aux gens de rembourser leurs dettes. Donc, par contre-coup, ça renfloue les banques aussi, parce que l'argent qui va sur les comptes des gens, bah, il revient en dépôt sur les banques, donc ça rétablit leur bilan. Enfin bon, c'est des solutions qui étaient, mais alors complètement tabous, il y a encore quelques mois. Il y a eu quelques illuminés du genre de Steve Keen, du genre de Lord Adair Turner, qui est quand même pas un rigolo, qui proposait Overt Money Finance, Steve Keen, QE for the People. J'ai écrit un petit rapport là-dessus il y a quelques mois, qui s'appelait le manifeste des économistes déterrés, parce que depuis 1930, il y a des propositions comme ça, il y a des tas d'économistes qui ont compris que le problème des crises, c'est de
d'injecter de la monnaie dans l'économie en exigeant d'en recevoir le double. C'est d'injecter de la monnaie dette, c'est ça le problème. Donc ils ont trouvé des solutions, c'est-à-dire autoriser les États à émettre de la monnaie sans dette, et là maintenant, autoriser les banques centrales ou permettre aux banques centrales de redonner de la monnaie dans les poches des gens directement. Donc c'est des solutions complètement taboues. Ça fait très peu de temps que ça arrive dans le circuit mainstream, quoi. Et donc ça fait quelques mois là que plein de gens, dont le petit travail que j'ai fait dans le manifeste des économistes déterrés, présentent ces solutions-là, présentent ces analyses-là. Et donc il semblerait que, au plus haut niveau de la pyramide financière, ils s'emparent de ce travail-là, de ces solutions-là, pour dire voilà, c'est une bonne solution, on va essayer de faire ça. Alors du point de vue de cette puissance financière-là, c'est peut-être un petit peu une stratégie de survie, parce que relancer l'économie, permettre aux gens de revivre, de refaire des échanges, de retoucher des salaires un petit peu plus élevés, d'avoir de l'argent pour pouvoir à nouveau reprendre une vie économique normale, ça permet en même temps de calmer tout le monde. Parce que je suis persuadé, je sens qu'il y a une crainte au niveau du plus haut sommet de la pyramide, au niveau des plus puissants et des plus riches, de se retrouver avec une fourche dans le cul, tout simplement. Alors là, voilà, je voudrais vous parler de cet article-là, qui est absolument génial. Écrit par un monsieur qui s'appelle Nick Hanauer. Alors je vais vous en lire quelques extraits, parce que c'est trop marrant. Enfin bon, c'est en anglais, donc je vais essayer de vous traduire au fur et à mesure. Il s'adresse, dans cet article-là, qui est paru sur Politico, un grand site américain, il s'adresse à « My fellow zillionaires », c'est-à-dire mes amis millionnaires, billionnaires, milliardaires, multimilliardaires, etc. Parce qu'il fait partie de ces gens-là. Bon, il s'adresse à eux. Et il leur dit la chose suivante. Il leur dit, voilà. Il leur dit, bon, probablement vous ne me connaissez pas, mais comme vous, je suis un de ces 0,01%, un capitaliste fier et droit dans ses bottes. J'ai fondé, cofondé et fondé plus de 30 compagnies dans toute une gamme d'industries. Des tout petits trucs comme le premier nightclub que j'ai démarré quand j'avais une vingtaine d'années, à des trucs géants comme Amazon.com. Je vais vous expliquer comment il a fait tout à l'heure. Chez Amazon.com, c'était le premier investisseur. Ensuite, il a fondé Aquantive, une compagnie de publicité, une compagnie de communication sur Internet, qu'il a revendue en 2007 à Microsoft, tenez-vous bien, pour 6,4 milliards de dollars. En cash, dit-il. Il continue, mes amis et moi, nous sommes propriétaires d'une banque. Je vous dis tout cela pour vous démontrer que, à plein de points de vue, je ne suis pas différent de vous, chers amis milliardaires. Comme vous, j'ai une longue perspective sur les affaires et le capitalisme. Et tout comme vous, j'ai aussi été récompensé d'une manière obscène pour mon succès, avec une vie que les autres 99,99% des Américains ne peuvent même pas imaginer. Des maisons partout, mon propre avion, etc., etc. Vous savez de quoi je parle. Il commence comme ça son article, c'est génial. Alors bon, après il nous explique comment il a débuté à faire fortune, parce que bon, quand il était jeune, il était étudiant à Seattle, et il était pote avec deux mecs qui s'appelaient Jeff, tous les deux. Un qui s'appelait Jeff, je sais plus quoi, Tauber, et l'autre qui s'appelait Jeff Bezos. Et donc, il leur a dit, c'était en 1994, par là, il leur a dit, il avait senti que Internet allait devenir énorme, et il leur a dit, écoutez, vous êtes très forts tous les deux en Internet, en business, en marketing, si un jour vous montez une boîte, je vous finance. Et donc, le premier qui l'a appelé, c'est Jeff Bezos. Et Jeff Bezos, il était en train de monter une petite librairie sur Internet qu'il a appelée Amazon.com. Il a fait son premier petit site en 95. Un tout petit truc de rien du tout. Donc le gars, là, Nick Hanauer, il lui a donné du fric. Et du coup, il est devenu le premier investisseur d'Amazon.com. Et il raconte... Alors, l'autre copain, Jeff Tauber, lui, il a monté une autre boîte en 94 qui s'appelait Cybershop. Et Cybershop...
ça n'a pas réussi à démarrer parce que à l'époque les gens n'avaient pas encore l'habitude d'acheter ils vendaient du luxe, des vêtements de luxe, et donc les gens encore aimaient bien toucher le tissu, essayer les affaires, etc. Donc ça n'a pas marché. L'autre entreprise, elle s'est écroulée en 2000. C'était une bulle. Elle est tombée dans la bulle. Par contre, dit-il, Amazon, ça a pas mal marché. Et il ajoute, maintenant, j'ai un très grand yacht. Et il continue. Alors, parlons franchement, dit-il à ses amis milliardaires. Je ne suis pas particulièrement intelligent, je ne suis pas particulièrement travailleur, j'étais plutôt médiocre en tant qu'étudiant, je ne suis pas du tout un technicien, je ne sais pas écrire une ligne de code. Par contre, ce qui me met un petit peu à part des autres gens, je pense, c'est une tolérance au risque et une intuition à propos de ce qui va se passer dans le futur. Du pif, quoi. Voir où vont les choses, c'est l'essence de l'entrepreneuriat, dit-il. Et là, l'estocade. Et est-ce que vous savez ce que je vois dans notre futur en ce moment? Je vois des fourches. Des fourches. Alors, et il ajoute, il y a des gens comme vous et comme moi qui prospèrent au-delà de tous les rêves, de tous les plus grands plutocrates de l'histoire, tous les plus grands dirigeants, les plus riches de l'histoire. Pendant ce temps-là, le reste du pays, les 99,99%, il reste terriblement en arrière. La fracture entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas s'élargit, devient de pire en pire, très très vite. Et là, bon, moi je fais un petit aparté, parce que c'est vrai que en 1980, les 1% les plus riches recevaient 8% des revenus, aux États-Unis par exemple, alors que maintenant, les 1% les plus riches, ils reçoivent 20% des revenus. Ce qui est énorme. Et dans les 30 dernières années, tenez-vous bien, les grands dirigeants d'entreprise, les grands PDG, leurs revenus ont augmenté 127 fois plus vite que les ouvriers et que les employés. 127 fois plus vite en 30 ans. En 1950, depuis 1950, le rapport entre le salaire des dirigeants d'entreprise et le salaire des employés a augmenté de 1000%. En 1950, les dirigeants gagnaient environ 30 fois le salaire moyen, médian. Maintenant, ils gagnent 500 fois le salaire médian. J'ai une autre statistique qui a été faite par Oxfam. Oxfam, c'est une ONG, un petit peu un genre d'Emmaüs mondial qui lutte contre l'injustice, la pauvreté, etc. Ils ont fait faire une étude et ils sont aperçus, là, au début de l'année dernière, en prenant la liste des gens les plus riches, la liste du magazine Forbes, que tout le monde connaît, que tout le monde peut consulter, il y a 67 personnes dans le monde qui possèdent autant que tout ce que possèdent les 50% les plus pauvres. 67 personnes, 3 milliards. Ils possèdent autant. À eux, 67. Alors, là, notre ami Nick Hanauer continue en nous disant ceci. Écoutez bien. Écoutez bien. Le problème, c'est pas... C'est un bon capitaliste, le gars. Le problème, c'est pas tellement qu'il y a de l'inégalité, dit-il. Il faut quand même un certain pourcentage d'inégalité pour qu'une économie capitaliste fonctionne. Le problème, c'est que l'inégalité, en ce moment, elle est à des niveaux, historiquement, qu'on n'a jamais vus. Et ça empire chaque jour. On est en train de passer d'une société capitaliste à une société féodale, dit-il. Et il dit... On est en train de faire disparaître la classe moyenne et on est en train de se retrouver dans les mêmes conditions que la France à la fin du XVIIIe siècle, 1780, 1785 par là, juste avant la Révolution. Et donc, voilà le message qu'il envoie à ses amis riches d'une manière obscène. Il faut nous méfier de ne pas rester dans nos mondes, dans nos bulles. Réveillez-vous, les gars, ça va pas durer.
si nous ne faisons rien pour régler le problème des inégalités dans cette économie, les fourches vont venir nous chercher. Aucune société ne peut tolérer des inégalités qui augmentent comme ça. En fait, il n'y a aucun exemple dans l'histoire humaine où une telle accumulation de richesses et des fourches n'ont pas émergé simultanément. Vous me montrez une société avec des inégalités comme ça, et je vais vous montrer soit un État policier, parce qu'il faut bien les calmer, les gars, à coups de matraque, soit un soulèvement. Il n'y a pas de contre-exemple. Aucun. C'est pas la question de savoir si ça va se produire, c'est la question de savoir quand. Et donc là, il démolit d'une manière vraiment catégorique l'argument de beaucoup d'économistes qui disent bah oui, mais il faut des riches parce que si les riches, pour que les pauvres, pour que le niveau de vie des pauvres augmente, il faut qu'il y ait des riches. Parce que c'est les riches qui dépensent et qui permettent aux pauvres de s'enrichir. Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est que les riches achètent les premiers les trucs très chers. Et que c'est ça qui permet à l'industrie de lancer des fabrications à grande échelle et qui permet de diminuer les prix et qui permet, quelques mois, quelques années après, aux pauvres d'acheter les mêmes choses que ce que les riches ont payé très cher. Bon, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, l'argument de trickle-down economics, c'est-à-dire le fait que la monnaie des riches, quand ils la dépensent, se diffuse dans la société, c'est très difficile parce que, comme il dit, écoutez bien, nous les riches, on est persuadés que nous sommes des créateurs d'emplois. C'est faux. Il n'y aura jamais assez de super riches pour faire fonctionner une économie. Et il dit, voilà, moi je gagne à peu près 1000 fois le salaire médian. Mais je n'achète pas 1000 fois plus de trucs. Ils ont acheté 3 voitures ces dernières années, dit-il, pas 3000. Il dit j'achète peut-être pas mal de pantalons et pas mal de chemises chaque année. Mais j'achète pas 1000 paires de pantalons par an, alors que je gagne 1000 fois plus que le salaire médian par an. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon argent en trop? Eh ben je le stocke. Je le stocke dans des bons du trésor, je le stocke dans de l'immobilier existant, je sais pas quoi en faire, en fait. Et je le stocke dans des endroits où ça sert à personne. Donc dit-il, c'est pas de nous qu'on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est que les gens, à la base, aient les moyens d'acheter ce que nous voulons leur vendre. Et il ajoute, pour terminer, si nous étions nés, il parle de Steve Jobs, il parle de lui, et il ajoute, si nous étions nés en Somalie ou au Congo, on serait toujours aussi intelligents, mais on serait sur une bord d'une route, en train de vendre des fruits dans un cajot. C'est pas qu'il n'y a pas de bons entrepreneurs en Somalie ou au Congo, c'est juste que les meilleurs vendent ce qu'ils ont produit, vendent ce qu'ils ont à vendre, dans des cajots sur le bord de la route, parce que leurs clients n'ont pas les moyens d'acheter plus que ça. Donc, on revient à « et si les banques centrales versaient de l'argent aux ménages ?» Et donc, à mon avis, si ce message-là est arrivé au plus haut sommet de la pyramide, c'est parce que ça y est, ils se sont rendus compte que ça suffit pas de continuer à enrichir les plus riches, ça suffit pas de créer de la monnaie pour que les plus riches la reprennent et s'enrichissent de plus en plus. Là, ces dernières années, le revenu des 0,01% a augmenté d'environ 25% par an, un quart en plus chaque année, je sais pas si vous voyez, c'est-à-dire ça double tous les 4 ans, c'est merveilleux. Ils sont en train de se rendre compte que, comme nous, à la base, comme nous, tous les gens qui disent voilà, peut-être que il faudrait réfléchir à mettre en place un revenu de base et peut-être à refaire peut-être un système de redistribution un petit peu plus efficace, comme propose Marc de Basquiat. Il faudrait peut-être réformer un peu les processus de création monétaire et au lieu de distribuer de la monnaie par la dette et par les banques et d'enrichir toujours le sommet, il faudrait peut-être commencer à distribuer de la monnaie de manière équitable envers tout le monde.
Voilà ce que je vous dis depuis des mois et des mois. Donc voilà, bon, et on va arrêter là-dessus parce que ça fait déjà un petit moment. Mais par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a certainement une fenêtre d'opportunité là. Peut-être qu'il faut qu'on se rende compte que dans les conférences, qu'on fasse quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à lancer et lancer, je sais pas, un mouvement des 99% ou des 99,99%. Et aller rencontrer des gens à la Banque centrale, aller rencontrer des gens au FMI ou à la Banque mondiale, ou pourquoi pas au Council on Foreign Relations, et aller leur dire, voilà, on est d'accord avec vous, on a compris le truc, mais alors, si vous remettez de l'argent dans les poches des gens, il faut comprendre, il faut expliquer à tout le monde le processus de la création monétaire et le processus de la distribution d'unités monétaires. Et au lieu d'en donner au lieu d'autoriser les banques à se créer de l'argent et à prêter cet argent à tout le monde et à en exiger le double tous les 20 ans, sous forme d'intérêt, c'est-à-dire finalement à servir tout le monde à votre privilège de création monétaire, c'est fini. On a compris, c'est bien, vous vous en mettez plein les poches depuis 150 ans, c'est parfait, vous avez 3 Ferrari, vous avez 15 maisons dans le monde entier, c'est bien, c'est bien. Maintenant, si on réforme complètement ça et qu'on distribue ces unités monétaires équitablement à tout le monde, vous aurez votre part comme tout le monde, il n'y a pas de problème, vous pourrez garder vos richesses et vous continuerez à vous enrichir par l'économie réelle. Parce que nous, avec l'argent qu'on reçoit, ça nous donne du temps. Et croyez-moi, plutôt que de passer nos journées à écrire des CV pour trouver du boulot alors qu'il n'y en a plus, on préférerait passer du temps à se former, à se renseigner, à acquérir des compétences nouvelles pour créer les nouveaux produits et les nouveaux services de demain. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est un effet procyclique positif. Le fait de réformer la création monétaire et de donner de l'argent à tout le monde, ça permet à vous de continuer à vous enrichir parce que nous, on va créer les entreprises et les services de demain. On va inventer la transition écologique, on va inventer les moyens de remplacer les industries, les énergies non renouvelables. On va être créatif. Et croyez-moi que si on redonne de l'argent à 7 milliards d'êtres humains, ça va être un sacré coup d'air, un sacré poumon d'air pour le 3e millénaire. Et on est tous d'accord là-dessus. On veut tous plus d'équité, plus de liberté, plus de loisirs, plus de bonheur, plus de paix. Alors voilà, on y va. Merci, à bientôt, à la prochaine, ciao ciao.